Je sais pas si je me souviens, si je pense me souvenir, ou si je souhaite me souvenir. Mais j'ai comme un pressentiment que je viens d'ailleurs, que cette planète Terre, superbe planète, je suis en amour avec cette planète-là, moi je la trouve de toute beauté. Je m'émerveille devant le ciel bleu. Des fois les nuages sont merveilleux. Je me rappelle un été, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être davantage. J'étais dans ma voiture, puis il y avait au loin un nuage blanc, mais cotonneux, là. Très cotonneux, très dense, dans un ciel bleu. Le ciel était bleu, il n'y avait presque pas de nuages, mais en direction sud-est. Il y avait un gros nuage. Je l'ai même d'ailleurs pris en photo sur mon cellulaire. C'est un gros nuage. Il était immense, là. C'était un amoncellement de nuages blancs avec une partie du nuage qui était gris. Les deux étaient entremêlés ensemble, assez loin à l'horizon. Donc, c'était pas au-dessus de ma tête, mais c'était loin. Je conduisais ma voiture. En fait, j'étais sur le boulevard Labelle en direction sud, à la hauteur de Blainville-Sainte-Thérèse, et on sait que quand on descend la côte, on arrive à Sainte-Thérèse de Blainville, on descend la côte et c'est là qu'on entre dans Sainte-Thérèse. On passe sous le viaduc du train et là, on a une belle vue. On voit loin. On voit, si je ne me trompe pas, je pense qu'on voit même possiblement le Mont-Royal. On a une vue très éloignée. Et un peu à gauche, m'en allant vers le sud, un peu à gauche, il y avait ce nuage-là qui était assez loin. Possible que ce nuage-là ait été dépassé dépassé Laval même. Je ne sais pas exactement. Il se serait peut-être situé à quelque part dans le coin de Pont-Viau, peut-être Annecy, ou je sais trop. Et c'était un nuage qui était dramatique de par le contraste des nuages cotonneux blancs et ceux qui étaient gris sur un ciel bleu éclatant. Et comme je disais tantôt, ça m'avait tellement frappé que je l'ai pris en photo et je pense même l'avoir filmé avec mon cellulaire parce que je trouvais que c'était merveilleux. Étant réalisateur, faisant des films, j'ai une base de direction photo, j'oserais pas me dire que je suis un directeur photo, mais au cours des 15 années environ que j'ai fait des films, j'ai fini par apprendre, c'est une des dernières choses que j'ai appris, la direction photo, parce que pour moi c'est un mystère, éclairer une scène. Mais en participant à des films, en étant sur des plateaux, souvent en titre d'acteur, sur des projets de d'autres, je regardais les directeurs photo travailler et j'ai fini par me faire un œil et savoir ce que j'aime comme éclairage. J'aime beaucoup les films de Steven Spielberg, entre autres. C'est un très, très grand technicien, Steven Spielberg. Évidemment, il travaille avec des gens très talentueux. Ça revient à son directeur photo, le mérite, mais quand on est un bon réalisateur, surtout de la trame de Steven Spielberg, et là, je ne parle pas de la personnalité du gars, je ne parle pas des possibilités de ses associations avec peut-être le trafic d'enfants, la pédophilie, tout ça. On met ça de côté, OK? Parce qu'il n'y a rien de prouvé à ce niveau-là. J'ai entendu ça comme vous. Mais moi, je parle de l'artiste. C'est un très grand technicien et ses films sont des chefs-d'œuvre visuels. Il y a certains de ces films que j'ai pas vus. Je me confesse, j'ai jamais vu E.T. C'est pas mon genre de film, ça m'attire pas. Je pense pas que je vais le voir un jour. Mais si je pense à des films, exemple, comme c'est plus récent,
Il y avait un film sur Lincoln où la cinématographie était exceptionnelle, incroyable, mais comme à peu près toujours. Mais comme il y avait beaucoup de scènes filmées à l'intérieur, dans des ambiances très cosy, ça demande... On n'est pas en éclairage extérieur, on est en éclairage intérieur à ce moment-là. Donc, ça demande un travail de direction photo, d'éclairage. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la direction photo, c'est ça, c'est l'éclairage, c'est créer des ambiances avec la lumière et les ombrages. Il y avait aussi le film avec Tom Hanks, je sais qu'il y a le mot bridge dedans, là. Je me souviens pas exactement c'est quoi, c'est un film qui est probablement sorti dans les 5 dernières années. Concernant 2 Américains qui étaient faits prisonniers pendant, je pense que c'était possiblement la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait eu un échange de prisonniers, là, je pense avec la Russie peut-être. C'est vague. Bref, le sujet n'est pas Steven Spielberg, la direction photo. Donc quand on a un œil un peu de directeur photo et de réalisateur, en tout cas en ce qui me concerne, surtout dans la période où je faisais beaucoup de films, je regardais constamment le ciel. Et en conduisant, c'était immanquable et je m'émerveille en regardant le ciel. Bon, des fois, il est banal, surtout quand il est bariolé de chemtrail. Mais quand le ciel est naturel et qu'il n'est pas tout couvert, on arrive à voir le ciel bleu avec ou sans nuages, ou le soir, la nuit avec les étoiles. Moi, je m'émerveille de ça. Et donc, je disais que j'étais un très grand admirateur de la nature, de la terre, l'eau, les arbres, la verdure, les fleurs, les animaux, la diversité. Je suis en grande admiration face à cette œuvre-là. Cependant, là où j'ai l'impression que je suis pas à ma place, c'est quand je regarde l'humanité. Quand je regarde les animaux, la nature, les fleurs, les arbres, les champs, les océans, les lacs, je me sens chez moi. Et je pourrais dire que pour moi, c'est paradisiaque. Moi, si le paradis ressemble à ça, ben, le paradis est merveilleux. Mais je sais que le paradis, puis là, quand je dis le paradis, bon, c'est une façon de décrire l'après-vie, là, métaphorique peut-être, ou enfin bref. Mais quand on écoute des expériences de mort imminente, il y en a plein de ça, j'en ai parlé souvent, c'est un sujet que j'ai parlé souvent. Les gens qui reviennent nous parlent de ce qu'ils ont vu de l'autre côté et ils nous disent très bien que quand ils sont en état de mort clinique, donc le cœur ne bat plus, le cerveau, l'encéphalogramme est plat, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Et que les gens vivent de ces genres d'expériences-là, ils reviennent pour nous en parler, ils nous disent, lorsqu'ils sont confrontés en disant « Oui, non, mais vous avez imaginé ça, ou c'est les effets des médicaments sur lesquels vous étiez, vous avez été endormi, ou... » Les gens disent tous unanimement « Non. C'est plus réel quand on est mort que quand on est ici. En fait, c'est quand on revient qu'on se demande si on rêve. » Et ce que les gens vivent dans leur expérience de mort imminente, qu'ils l'aient vécu il y a 5 ans, ou il y a 30 ou 55 ans, les gens s'en souviennent comme si c'était le moment présent. Sont capables de
avoir accès à ça comme si ils ouvraient un album photo et ils la regardaient à nouveau. C'est instantané, ils n'ont pas de recherche à faire, ils le revivent d'ailleurs, ils ont même les émotions qui sont avec. Souvent les gens sont à fleur de peau, les gens pleurent lorsqu'ils racontent ces histoires-là parce que c'est tellement intense, l'amour qu'il y a de l'autre côté, et la beauté, et tous les souvenirs qui ramènent de leur passage temporaire de l'autre côté. Donc les gens disent que, on va continuer d'appeler le paradis, de l'autre côté, tout est tellement plus beau qu'ici. Les couleurs, il y a des couleurs de l'autre côté qu'il n'y a pas ici. La vision qu'ils ont, elle n'est pas une vision d'un point fixe, mais ils peuvent voir à 360 degrés. C'est ça, 360 degrés? J'ai un blanc de mémoire. 380? 360? C'est 360. Ils peuvent voir à 360 degrés et de n'importe quel point de vue. Et s'ils focusent, par exemple, sur une feuille ou sur une brindille de gazon, ils sont capables de zoomer et d'être sur la brindille de gazon instantanément. Et non seulement ils ont un focus, ils ont un zoom sur la plante ou la feuille, mais ils voient également l'intérieur. Ils voient également un peu comme le système sanguin d'un être humain. Le sang circule dans les veines et un peu partout dans le système. Eh bien, c'est la même chose dans les végétaux et tout ce qui est vivant, finalement. Et ils sont capables de voir ça, sont capables de voir les cellules dans la brindille d'arbre ou de feuille. Alors, tout le monde est unanime à dire que c'est tellement plus beau de l'autre côté. Et ça, c'est sans compter le fait que quand on est de l'autre côté, on est en présence de la lumière. On est dans le champ de radiation de la lumière. Eh bien, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a aucune dualité. Ça n'existe pas de l'autre côté. Il n'y a pas de langage non plus de l'autre côté. Ce sont des pensées. On peut associer ça à de la télépathie. Ce sont des pensées qui sont universelles, je dirais. Alors, tu peux penser à quelque chose, comme si tu voulais poser une question à une personne que tu rencontres. Ça peut être un défunt, ça peut être plusieurs personnes que tu peux rencontrer de l'autre côté. Eh bien, quand tu penses à la question, tu reçois la réponse automatiquement. Et tu peux également avoir accès aux connaissances de l'autre et sentir ce que l'autre ressent. Alors, quand on est de l'autre côté, vous savez, on dit souvent ici, on est un. Aimons-nous les uns les autres? Comportons-nous de façon à ce que, comme les gens, on aimerait que les gens se comportent à notre égard, parce qu'en réalité, nous sommes qu'un. Mais ça, sur Terre, c'est difficile à valider ça, parce que dans la practicalité des choses, c'est pas vrai. Si mon voisin il est plus chanceux que moi, si mon voisin il a une belle femme, une merveilleuse femme, qui est très riche, il a un bon travail, il a une belle maison, de belles voitures, des motos, et bon, une vie merveilleuse, et qui est heureux, ben ça veut pas nécessairement dire que c'est à moi ces choses-là. En ce sens que moi, je peux être pauvre à côté et être célibataire et rien avoir. Alors, j'ai beau dire que nous sommes un, mais ici, sur Terre, dans le monde de la dualité, dans le monde physique, ça se traduit pas bien, cette affaire-là. Alors, c'est dur, c'est difficile à accepter le fait que nous sommes un. Mais quand on passe de l'autre côté, tout se confirme. Alors ici, nous ne sommes qu'un,
c'est vrai, mais je dirais plus que nous sommes un tout. C'est ma perception des choses, du moins. Mon voisin et moi, on n'est pas la même personne. Nous ne sommes pas un ici parce que nous sommes incarnés dans des corps qui sont différents. Mais je pense qu'on est un parce qu'on est reliés par la même source. Et de la source d'où on vient, là, on est un parce que nous sommes comme 2 gouttes dans un océan. Donc, dans un océan, tu ne vois pas les gouttes. Tu dis, c'est un océan. Alors qu'il y a plein de gouttes qui se promènent constamment et qui forment l'océan. Donc, toujours dans ma perception des choses, nos âmes, la façon que je le vois, c'est que lorsque nous sommes de retour à la maison, dans la lumière, nos âmes forment un océan. Donc on se blende, on se mélange ensemble, mais il y a une espèce de connaissance universelle, un cerveau universel qui fait qu'on se branche à celui-là et nous ne sommes qu'un. Maintenant ici, c'est différent. Je peux pousser aussi, tantôt je parlais physiquement, mais on peut parler en tant que connaissance. Si mon voisin est un, je ne sais pas moi, un scientifique de la NASA, et mon autre voisin est un paysan, un fermier, et que moi, je suis un comptable, ben on a tous des connaissances qui sont différentes. Alors, va pour expliquer que ici, on a beau dire qu'on est un, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Alors, j'essayais d'expliquer par cette histoire-là que j'ai de la difficulté à m'associer au monde d'ici. Et je sais que je ne suis pas le seul. Vous qui m'écoutez en ce moment, la plupart des gens qui ont l'habitude de me suivre régulièrement, je le sais que vous pensez probablement pareil. Si jamais je tombe sur de nouveaux écouteurs, une nouvelle audience, ben ces gens-là, peut-être qu'ils vont avoir une perception différente, peut-être qu'ils ne croiront pas ce que je dis. Ça va, j'ai pas de problème. Moi, j'ai jamais prétendu être sûr de quoi que ce soit. Ceux qui me suivent, vous le savez. J'ai répété, je ne sais pas combien de reprises, depuis 2 ans, ça se peut que j'ai tort par rapport à ma vision de ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans. Sauf que j'essaie toujours de revirer les pierres qui sont sur ma route pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se cacher en dessous. Je suis curieux de nature et je me fais toujours ma propre opinion sur un sujet qui m'est important. Comme ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on devrait tous être concernés par ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, on sait qu'il y en a une très large majorité qui ignorent ou qui obéissent sans se questionner. Donc, je reviens avec mon histoire. Est-ce que vous êtes comme ça? Je suis persuadé qu'il y en a qui vont me répondre que oui. J'ai vraiment pas l'impression de venir d'ici, d'être dans mon élément. Et je me sens un étranger sur cette terre, mais seulement qu'en rapport avec les humains. Parce que tout le reste fait du sens pour moi. Mais la nature humaine me déçoit énormément. J'essaie d'avoir beaucoup de compassion pour la nature humaine. Je la trouve très, très, très sous-évoluée. Quand je vois des gens qui obéissent sans se questionner,
quand je vois des gens qui préfèrent se faire dire quoi faire, hein, on a eu une artiste célèbre dont son nom m'échappe, et c'est mieux comme ça, je pense que son nom de famille c'est Tanguay, là, c'est le nom qui me vient, qui disait « Moi j'aime ça qu'on me donne un couvre-feu, ça m'évite d'avoir à penser à quelle heure je dois rentrer ou ce que je dois faire. J'aime ça quand le gouvernement me dit quoi faire. » Avec tout mon respect pour cette personne-là, c'est la réponse qui résume la bêtise humaine. C'est incroyable qu'une personne dise ça. Elle est soit payée pour le dire ou inconsciente de ce qu'elle dit. Mais ça, c'est malheureusement le problème, la situation, la réalité d'une très large majorité des humains. On doit leur dire quoi faire, quand le faire, quoi pas faire, et ils doivent toujours être encadrés. Ce qui fait qu'ils seront jamais libres, et ils ne veulent pas être libres. Ils se pensent libres, ils se disent libres, mais ils ne seront jamais parce qu'ils ont besoin d'un berger pour déterminer leur pâturage et leur donner des permissions de rentrer, sortir, qui doivent voir, qui ne doivent pas voir, etc. Je veux tellement pas me prendre pour quelqu'un de plus intelligent. D'ailleurs, j'ai souvent dit, peut-être pas à vous, mais moi, je me suis souvent dit, moi-même, je me trouve je suis tellement déçu de moi, de mon intelligence, et c'est pour ça que j'essaie toujours, j'ai pas de complexe là, par rapport aux autres. Je veux pas que vous pensiez que c'est juste, moi, je ne suis pas dans la comparaison avec les autres, c'est juste par rapport à moi. Et des fois, je me trouve pas intelligent ou je me demande si je suis intelligent parce que je suis certain de rien, mais j'ai une très bonne observation, une très bonne analyse et un sens du discernement qui est quand même très bien. Et je crois savoir que j'ai un bon IQ pour avoir fait quelques tests. On va voir si les tests ont donné des résultats véridiques, mais je sais que j'avais scoré assez haut, comme on dit. Parce que des tests de discernement, c'est des tests, c'est-à-dire des tests de IQ, c'est des tests de discernement finalement, de logique. Mais je me sens... Il y a beaucoup de sujets que je connais pas et souvent je me dis, je suis donc bien ignorant de ne pas avoir ces réponses-là ou des fois je peux entendre parler quelqu'un d'autre sur un autre sujet. Puis comment ça se fait que lui c'est ça, puis ou elle c'est ça, puis moi je le sais pas, tu sais. Mais c'est ça, on est dans un processus d'apprentissage constant sur cette planète-là et c'est bien. Moi je pense que ma qualité face à ça, c'est d'admettre que je suis sûr de rien et toujours être à la recherche de la vérité et la connaissance. Toujours essayer d'apprendre de plus en plus. Donc, j'en suis arrivé à penser que je viens d'ailleurs. Bon, on vient tous de la même source, du moins. C'est l'analyse que j'en fais des recherches que j'ai faites. Nous venons tous de la même source, du même endroit à la base. Notre source est toute la même. Maintenant, je pense encore une fois, je le sais de par mes recherches que la réincarnation est vraie, elle existe. Eh bien, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà eu des vies antérieures ici sur Terre, et plusieurs. Mais il y a des gens qui vont se retrouver très bien dans ce que je vais dire, il y en a d'autres qui vont dire « de que si tu parles ». Ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y en a
bon, si vous croyez qu'il n'y a pas de vie ailleurs, là, vous allez être dépeigné par ce que je vais dire. Là, parce que de la vie ailleurs, sur d'autres planètes, j'entends, ou dans d'autres dimensions, c'est pas 100% sûr qu'il y en a. Là. C'est 1000% sûr qu'il y a de la vie ailleurs. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Alors, moi, je pense qu'il y a une certaines personnes dont j'en fais partie, et je ne suis pas meilleur pour ça, mais je pense avoir possiblement eu des incarnations ailleurs, sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions, mais sur Terre, j'ai de la difficulté parce que je me sens tellement étranger sur cette terre-là que j'ai de la misère à comprendre, à croire que j'ai déjà eu une incarnation ici. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs années, la vie sur Terre n'était pas nécessairement ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, si on retourne juste avant 2020, je vous aurais dit que bien qu'il y avait des choses que je trouvais absurdes, je trouvais plein d'injustices et des choses comme ça, je vous aurais dit, ouais, je me sens plus ou moins correct, mais je vois que j'étais un petit peu outcast, je vois que j'étais un peu différent des autres, mais j'arrivais à m'intégrer, puis j'étais pas si différent que ça finalement. Sauf que j'ai réalisé depuis 2020 que j'étais très différent. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis pas comme les autres humains. Là. C'est pas, ça se peut pas. Là. Je suis pas comme eux. Là, je parle de la masse. Parce que je sais que je suis pas le seul à pas être comme ces gens-là. Mais il est possible aussi que, parce qu'on sait que d'incarnation en incarnation, on oublie les précédentes incarnations pour la majorité d'entre nous. Il y a des cas, surtout quand tu es jeune, il y a des cas d'exception où sous hypnose régressive, on peut aller voir dans ces vies antérieures-là. Mais pour la majorité d'entre nous, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures, puis on ne se rappelle pas non plus de notre vie ou notre présence dans la source. Bien que j'ai commencé en disant que j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est un désir, je ne sais pas si c'est un souvenir, ou si c'est... Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression de me souvenir que je viens de la source. J'ai l'impression de me souvenir, mais j'ai pas de souvenir. Je peux pas je le vois pas dans ma tête. C'est pour ça que je vous dis que c'est possiblement juste une idéologie que je me suis fait qui vient répondre à mon questionnement de dire je ne fit pas ici, moi là, c'est pas ma place ici, là. Je suis complètement hors propos, je suis complètement un imposteur. Mais quand je pense à la source, quand j'entends des histoires, des témoignages de gens qui ont été de l'autre côté, je me dis ça, je me reconnais. Là, oui, je peux pas dire que j'ai des souvenirs de ça, mais ça, oui. 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 Tout le monde est en paix, tout le monde est dans l'amour, tout le monde aime tout le monde partage. Tout le monde, la vie est merveilleuse, tout le monde rayonne, tout le monde, pas besoin de manger, t'as pas la physicalité de ton être, t'es juste finalement un être lumineux ou t'es pas un être de carbone. Ça, oui. Ça, pour moi, je m'associe à ça. Mais est-ce que c'est juste ma volonté de vouloir m'associer à ça? Ou peut-être que c'est juste un idéal, puis je me dis, oui, cet idéal-là, j'y adhère. Donc, je pense me souvenir. C'est pas... il n'y a pas de réponse, hein? Il n'y a pas de...
J'ai souvent dit, les gens qui sont trop sûrs d'eux, les gens qui sont sûrs de tout, ou ne serait-ce que sûrs d'une seule chose, c'est des gens dangereux. Et on voit ça dans la vie. Des fois, on croise des gens qui pensent toujours avoir raison. Ils sont convaincus qu'ils ont tout le temps raison. Ben moi, je suis convaincu que j'ai raison sur rien. Je suis convaincu que je ne suis pas certain d'avoir raison sur quoi que ce soit. Mais j'analyse, par exemple. Oui, il y a des choses que je maîtrise. Mon travail, certains loisirs, certaines choses qu'on fait souvent dans la vie. On peut dire qu'on a comme des convictions, là. Est-ce qu'on est sûr? Certain? Je ne sais pas, moi. Tu sais, la physique sur Terre, on l'a déterminée d'une certaine façon. On a déterminé que les objets, il y a la gravité, les objets retombent toujours sur Terre. À moins qu'il y ait des courants d'air, là, mais dans un vacuum, là, si on enlève les objets, la gravité tire les choses. Donc, la physique est basée là-dessus. Mais ça, c'est la physique. Et les physiciens vont être ben sûrs de ce qu'ils vous disent quand ils vous disent ça, là. Ils vont, tu sais, des E égale MC2 et compagnie, puis toutes ces affaires-là, là, ils vont tous vous dire ça, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la physique telle qu'on la connaît, dans cette dimension-ci. Mais il y a une autre physique. Il y a des lois de physique qui viennent en contradiction avec la physique qu'on connaît. La lévitation, ça existe. Les pyramides, j'en parle souvent, je suis fasciné par les pyramides. Les pyramides, ils n'ont pas été construits avec des pics puis des roches, puis ils n'ont pas été mis en place, les briques n'ont pas été mis, les pierres n'ont pas été mis en place en étant soulevées par des esclaves. Il y a eu définitivement un processus d'antigravité ou une technologie très avancée qui a fait qu'ils ont pu monter les pierres aussi haut. Et les pierres n'ont pas été taillées avec des ciseaux et des pierres. Moi, je vois deux possibilités. Encore une fois, c'est des choses que j'ai fouillées quand même. Je vois deux options qui se prêtent bien, qui expliquent bien la précision des pierres. Je parle surtout des pyramides en Égypte, au Caire. Mais les autres aussi, si on va dans des pays en Amérique du Sud, sont différents. Les conceptions sont différentes, mais moi, je suis d'accord avec le fait que les pierres ont été soit taillées avec un principe de laser ou par fusion. Donc du moulage, si on veut. Mais être certain, et ils ont été élevés, à mon avis, par une technique d'antigravité. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, je fais une petite aparté de Ed. Je vais dire son nom comme ma mémoire me l'apporte, là, ça se peut que je le prononce mal. C'est quelque chose comme Ed. Ça sonne comme. J'ai même de la misère à le dire. Headmaster ou quelque chose comme ça, mais je me souviens pas exactement. Allez voir sur YouTube Coral Castle, le château de Coral. Coral Castle, c'est aux États-Unis. Allez voir l'histoire de ce monsieur-là, Ed, qui a bâti un château de corail. En fait, c'est des grosses pierres. Il y a des pierres là-dedans qui sont aussi lourdes que les pierres qui sont dans la Grande Pyramide.
Et il a construit ça, il les a empilés sans outillage, sans... Ça, c'est assez récent. C'est, je vous dirais, au début... je n'ai pas les dates exactes, là. Au début du siècle précédent. Là. Donc, possiblement quelque part entre 1940 et 1960, probablement. Je pense pas que je me trompe en donnant cette... Il a bâti un... Donc, il y avait quand même déjà des bulldozers puis des choses comme ça à ce moment-là, mais lui, il n'y avait rien de ça. Il a construit ça et il a empilé et il a fait un château. Vous pouvez le voir sur YouTube, Coral Castle. Et un jour, il a décidé de déménager son château, pierre par pierre, quelques kilomètres de là, parce que le lieu où il avait construit ne lui convenait plus. Et il y a fort à parier qu'il avait construit sur ce lieu-là par rapport aux vibrations. Il y a quelque chose qui lui a... Parce que le terrain qu'il avait choisi était un terrain qui valait rien. Tout le monde disait, tu vas pas acheter ça, ça n'a pas de valeur, c'est un terrain... tu peux rien construire là, c'était pas un bon terrain, mais lui, pour lui, et il achetait pour probablement la vibration. Et quand il a déménagé, il a fort à parier que les vibrations avaient changé, il avait trouvé un autre terrain. Et pour déménager les pierres, il avait fait venir un camion, une flobe. Il avait fait venir un camion et c'est raconté ça, OK? Si vous tombez sur une vidéo YouTube, là. Et ce qu'il faisait, c'est que quand le camion arrivait, il disait, le premier camion arrive, il se stationne là, puis il dit au type, écoute, va faire une marche, reviens dans 30 minutes. Et le camionneur, un peu surpris, parce qu'il regarde alentour, il dit, ok, tu veux déménager ça, mais où t'appelles mécanique, ils sont où ton équipement, là? Et il dit, ok, c'est beau. Et le type était pas, là je dis 30 minutes, c'était peut-être 15, c'était peut-être 45, mais c'était un délai quand même assez court. Et le type était revenu pour constater que sa flobe était pleine de ces grosses pierres-là, 10, 20, 30, 50 tonnes empilées sur sa flobe. Curieux de savoir comment il était arrivé, il ne voyait pas de machinerie. Mais le gars en question, dans ma tête, c'est Ed son nom, mais je peux vraiment me tromper. Là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est pas grave. C'était un petit monsieur qui était vraiment pas grand, pas gros. Prenez Tesla, là. Tu sais comment est-ce qu'il était meg, Tesla, tu mettais grand. Il avait l'air grand, en tout cas. Prenez un Tesla, là, mais mettez-le, enlevez-lui à peu près un pied et demi de grandeur. Là. C'est ça qu'il avait l'air. Et il avait répondu, garde, pose pas de questions, va porter ça à tel endroit. Et il avait déménagé, je ne sais pas combien il y avait de blocs là-dedans, là, mais il y avait sûrement quelques centaines de blocs. Ils ont fait plusieurs voyages et il a chargé finalement la flobe à toutes les fois de cette façon-là. Donc, s'il n'y avait pas d'équipement alentour, c'était forcément de la lévitation. Et il disait aussi avoir découvert comment les pyramides avaient été construites. Puis c'est très facile à comprendre parce que lui-même, il y avait des 4-5 rangées de blocs, puis peut-être plus que ça, des gros blocs de plusieurs tonnes empilés les uns sur les autres, qui avaient fait ça sans machinerie. Ah, il y avait une espèce de trépied avec des poteaux électriques, là, avec une espèce de poulie, là. Mais c'était simplement pour... faire diversion, si on veut, pour enligner les gens sur une... Parce que il est impossible que avec une machine comme ça, avec un espèce de trépied comme ça, que tu puisses déplacer une pierre d'une place, la prendre, l'amener 45 pieds plus loin sur un camion. Là. C'était fixe, ce truc-là, quand même. Donc, c'était de la poudre aux yeux, son histoire de trépied. Là. C'est pas comme ça qu'il est construit. Allez voir ça. J'aurais beaucoup de choses à vous dire sur lui, mais... Donc, d'être trop sûr de quelque chose, non, c'est impossible. C'est impossible. L'antigravité, ça n'existe pas. On l'a pas découvert. C'est encore une affirmation qui peut très bien être fausse. Je pense qu'elle est fausse, d'ailleurs. Elle n'a pas été divulguée au grand public. Elle n'a pas été révélée au grand public. Mais moi, je pense que l'antigravité, elle est
déjà connu de par les vaisseaux extraterrestres qu'on aurait récupérés ici, notamment à Area 51 aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde. Parce que les gens qui ont vu ces vaisseaux-là, ils le disent, écoute, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de système de propulsion, ça fait du surplace, puis ça peut se déplacer à des vitesses folles, et les G, la force gravitationnelle dans un déplacement est tellement grande qu'il n'y a aucun humain qui résistera à ça. Alors forcément que chacun de ces vaisseaux-là crée sa propre gravitation, son propre champ gravitationnel, de sorte que tout ce qui se déplace à l'intérieur de ça est seulement sujet au vaisseau et non à l'attraction terrestre, etc. Donc, méfiez-vous des gens qui sont sûrs, d'être certains. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et moi, quand je regarde ce monde-là, je me dis, c'est pas le mien. Je viens d'ailleurs. Ça se peut que j'ai eu d'autres incarnations à d'autres moments. C'est possible. Ici, sur Terre, c'est possible. Puisque je m'en souviens pas, peut-être qu'on est tous comme ça finalement. On a peut-être tous déjà vécu ici, puis on se sent tous, pas tous, mais les gens qu'on dit éveillés, les waivers, comme appellerait Dolores Cannon, ou les indigos, ou les êtres de ce genre-là. Nous autres, on s'associe tous ensemble, on se comprend, là. On se regarde puis on se valide, là. Hey, je suis pas à ma place, non, mais hein. Et on s'associe sur plein de choses. Mais peut-être que nous aussi, on a eu une incarnation il y a 100 ans ou il y a 150 ans où on s'en souvient juste pas plus que les autres. Et on est revenu peut-être dans cette incarnation-ci avec, je ne veux pas dire des pouvoirs, parce que moi je pense pas que j'ai des pouvoirs, il y en a qui en ont, mais avec une sensibilité, avec peut-être un ADN différent ou quelque chose dans notre ADN qui est différent, qui fait que on est capable de penser par nous-mêmes, de réfléchir par nous-mêmes. On est capable d'être intuitif. Moi, je suis très intuitif, j'en ai parlé souvent. Et je pense que j'ai peut-être un sens de plus que la majorité des gens, et ce serait l'intuition, ce serait une certaine awareness, une certaine conscience de quelque chose, que la majorité des gens n'ont pas cette conscience-là. Ils n'ont pas la conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe. Là, je ne parle pas de religion, ici. Donc, j'avais le goût de vous parler de ça aujourd'hui. Je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir l'impression que, ma foi, je viens d'ailleurs. C'est comme... Et quand on est comme ça, on aimerait passer notre savoir ou notre ressenti aux autres. On aimerait les réveiller, on aimerait juste, ne serait-ce que parler avec eux et qu'ils soient réceptifs, mais ils ne le sont pas. Moi, quand je vois des gens comme ça qui sont fermés, bornés, qui ne sont pas réceptifs, que tout ce qu'ils ne connaissent pas, c'est de l'ordre de la rêverie, c'est là que je suis déçu de la nature humaine. Comment des gens peuvent-ils être aussi certains que leur vie fait du sens? Métro, boulot, dodo, puis garde, écoute, c'est comme ça, il y a des guerres, il y a des guerres. Et puis, il y a de la violence, il y a de la violence. Puis, comment une créature peut-elle accepter ça, puis que ça devienne sa norme, puis qu'elle ne se questionne pas? Y a-t-il moyen de faire mieux? La guerre
La guerre, c'est pas humain, c'est pas l'homme n'est pas une bête de guerre. On nous l'a inculqué. On nous a envoyés en guerre. Les mondialistes créent des guerres, nous envoient en guerre, créent des conflits. On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie. On tourne notre regard là. On fait planer des menaces de guerre mondiale, de guerre atomique. Pourquoi on plante parce qu'on plante une graine dans la tête des gens pour dire c'est possible. On sème la possibilité que ça arrive, de sorte que si un jour on retombe comme en 1939, puis on nous dit « let's go, faut aller à la guerre », ben la graine va avoir été semée, elle va avoir germé, puis il y a des gens qui vont s'enrôler puis qui vont y aller. Parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils s'en vont sauver leur patrie d'une attaque nucléaire, parce qu'on leur a semé l'idée que si nous autres on le faisait pas, que c'est eux qui risqueraient de nous envoyer une bombe atomique. On est à la même place depuis 100 ans. 14, 18, 39, 45, c'est exactement ça qui s'est passé. Et les gens ont mordu. Et les gens ne s'en souviennent pas. Les humains d'aujourd'hui ne se rappellent pas, ne sont pas capables de faire l'association. Ils ne sont pas capables de voir que lorsqu'ils reçoivent l'inoculation, ils embarquent dans le train. Ils ne sont pas capables de voir ça. Ils le font parce qu'on leur demande de le faire. Comme les nazis, l'armée nazie allait au combat parce qu'on leur demandait de le faire. Parce qu'on leur avait mis dans la tête que l'autre race, l'autre nationalité, allait les anéantir si eux ne rentraient pas en guerre avec. Par propagande. Come on. Il y a plein de documentaires là-dessus. Et les gens ne daignent pas les regarder. Puis pourtant, c'est vraiment bon. Puis il y en a partout. Il y en a sur... Là, j'ai pas Netflix, mais j'en ai regardé sur Netflix à un moment donné. Il y en a partout. Il y en a sur Internet. Il y en a partout. Des documentaires de la Deuxième Guerre mondiale. C'est particulièrement, là. On revit exactement la même chose. De la manipulation, de la propagande. Les gens, les humains, hypnotisés, sont incapables de faire l'association puis de réaliser qu'on revit la même chose. Parce que pour eux, c'est impossible qu'on retourne en guerre. Mais si jamais on avait retourné en guerre, ça va être à cause de la Russie. Parce que la Russie a toujours dans l'histoire été démontrée comme étant l'ennemi du reste de la Terre. Parfois c'est les Chinois, parfois c'est les Japs. Bon, mais la Russie, c'est le gros méchant loup sur Terre. C'est quoi cette idée-là de l'humain que de toujours détester ou toujours vouloir anéantir, détruire, tuer ce qu'ils ne connaissent pas? Une race différente, un langage différent, une couleur de peau différente. Comment on est arrivé à programmer l'humain à vouloir anéantir ce qui est différent de lui? Ça ne me rentre pas dans la tête. Quand je vous dis que je viens pas d'ici, là, c'est ça, là, ça c'est un point là, marquant dans mon raisonnement. Là.
Et là, on nous fait croire que la journée où il va y avoir des extraterrestres qui vont être des vaisseaux spatiaux, des ovnis qui vont pas juste venir nous visiter en catimini, en secret, puis, mais que vraiment, ça va être au grand jour. Là, et ça, je vous le dis, ça va arriver avant 2030, dans mon pronostic. On va voir, ça va être clair. Autant qu'on peut voir un avion passer dans le ciel, on va pouvoir voir. On va peut-être en avoir moins, mais on va pouvoir voir ces vaisseaux-là, à mon avis, avant 2030. C'est mon pronostic que j'ai sorti il y a à peu près 3 ans. Ben, ils sont arrivés à nous mettre dans la tête, et il y a la majorité de la population qui nous croit que si jamais ça arrive, ils sont méchants. Il ne faut pas leur laisser le temps de parler, il faut les abattre. Mais c'est quoi cette histoire-là? Regardez, on ne se le cachera pas, là. On est visité par des extraterrestres depuis toujours. Et on est nous-mêmes, fort probablement, la meilleure explication à notre existence ici, c'est que nous sommes création. C'est nous les extraterrestres. On vient d'ailleurs. On a été génétiquement créés. La race humaine a été créée. Nous sommes des hybrides de race supérieure. Et si les extraterrestres viennent ici depuis toujours, ben, il ne faut pas aller bien loin pour savoir que si c'est le cas, ils sont bien en avance sur nous, technologiquement. Parce que nous, on ne peut pas aller ailleurs encore. Là, je ne parle pas d'aller sur Mars, là. Aller sur Mars, là, je pense que c'est quoi? On parle en termes d'années là, pour aller là. On n'est pas rendu là. C'est pas... On va peut-être envoyer un homme sur Mars avant que je me retrouve les 2 pieds dans ma tombe, là, mais on n'ira pas sur Mars comme on prend l'ascenseur. Là, okay? Donc moi, je parle de extra-dimension ou changer de système solaire. Alors, s'ils sont si avancés que ça, puis ils sont ici depuis tout le temps, puis ils sont si méchants que ça, vous pensez pas qu'ils nous auraient déjà anéantis, détruits, éliminés? On est sur une belle planète, là. Si nous autres, on ne sait pas y faire attention, puis eux autres sont si avancés que ça, regarde, on va se débarrasser de ça, ces humains-là. Comme nous, on se débarrasse des fourmis dans notre sous-sol, là. On va exterminer ça, là, ces fourmis-là, ces souris-là dans le grenier, là. On va exterminer ça, puis on va la prendre, cette planète-là. Nous autres, non, ils chient partout, eux autres, ils savent. Pour moi, c'est une évidence que s'ils avaient voulu nous éliminer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais l'État profond, les gouvernements, les enseignements, la télévision, les médias nous mettent dans l'idée que la journée où on va voir des extraterrestres, il faut tout de suite avoir nos armes pointées sur eux autres et les abattre, parce que sinon, c'est eux qui vont nous détruire. Moi, je pense qu'il n'y a pas une race plus dangereuse dans l'univers que l'humain. Il n'y a pas grand-chose que je suis convaincu, mais ça, c'est une des choses que je suis pas mal certain de moi. J'aurais aimé terminer là-dessus, mais je ne peux pas vous laisser sur un truc aussi négatif. Il y a espoir. Il y a espoir. Les choses sont en train de changer, on le sent. Je le sens. Il se passe beaucoup de choses. Combien de temps ça va prendre? Je ne le sais pas. Je me suis fait avoir au début, je pensais que ça durait peut-être 1 an et demi. Je pensais qu'à l'élection, deuxième élection de Trump, qui allait être réélu puis qui allait nous régler ça rapidement. Ça n'a pas été le cas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai entendu plein de gens donner des pronostics de date et ils se sont trompés eux autres aussi. Moi, j'en suis arrivé
à me donner comme base les 2 guerres mondiales précédentes qu'on a eues ont duré 4-5 ans. Là, ça fait 2 ans. Dans ma tête, il peut rester 2 à 3 ans encore avant que je commence à me poser des questions. J'espère que ça va être avant. Ça pourrait être aussi après, ça pourrait être aussi plus long. Mais à voir les choses aller, je pense que c'est un processus, et je réalise que c'est un processus qui est long. Il y a trop de gens de pas réveillés encore. Il y a trop de gens d'obéissants, il y a trop de gens... Écoutez, si aujourd'hui, et ça risque d'arriver pareil, si aujourd'hui il y a que ceux qui ont compris qui étaient sauvés, parce que les autres qui n'ont pas compris, leur ADN est déjà modifié, là. Leur système biologique est déjà inefficace, il est déjà affecté. Bon, il y a peut-être possibilité de faire marche arrière, je ne sais pas. Il y en a qui disent que oui, mais il faut voir la preuve de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tous les obéissants, si ça devait terminer aujourd'hui, il y a tellement de gens qui resteraient derrière, qui n'ont pas compris, qui sont complètement... Ils ont pris la soupe des reptiles 2, 3, 4 fois. S'il n'y a pas une façon d'inverser l'effet de cette soupe-là, ils sont foutus, ces gens-là. Ils vont peut-être vivre, ils vont peut-être continuer à vivre. Ça se peut qu'ils continuent à vivre, mais sont... Probablement qu'ils ne peuvent plus se reproduire, ces gens-là. Parce que c'était le but. Le but, c'est de réduire la population. Puis, un des buts On nous a dit que, j'ai lu ou j'ai entendu dernièrement, que c'est à peu près dans 5 ans qu'on va voir les vrais effets de ça. Bon, en ce moment, il y a plein de gens qui ont des problèmes de cœur, mais qui tombent au combat, les sportifs, etc. Là. Mais il y a d'autres choses aussi là, qui vont sortir. Là. Il y a d'autres problèmes. Là. J'ai écouté une vidéo dernièrement, j'en avais parlé d'ailleurs, que le type, c'était un médecin en plus, il disait que ce qu'il y avait dans ce fameux Corona-là, je vais juste le nommer comme ça, c'était du poison de cobra. C'est ça qu'il avait dit, cobra? Oui, c'est ça. Il disait King Cobra, parce que c'est en anglais. Et que dans les inoculations, il y en avait, c'était des rappels de tout ça. Fait que quand ils vous disent rappel, c'est rappel de la boîte. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne, plus il prend... Plus il avance dans ses soupes, plus ils deviennent faibles et malades, et plus les gens risquent de tomber. Il y a peut-être un antidote, je ne sais pas. Mais là, en ce moment, s'il n'y a que les gens qui ont vu l'arnaque qui s'en sortiraient, je vais vous dire, je pense pas qu'on serait 500 millions sur la planète, là. Je pense qu'on serait moins que ça, là. Donc, je pense qu'on attend qu'il y ait plus de gens qui... je pense qu'on est en attente que les gens s'éveillent. Pas seulement qu'ils se réveillent, parce qu'il y a des gens qui sont réveillés, mais qui ne sont pas éveillés. On attend que les gens s'éveillent. Parce que pour monter en conscience, pour monter en vibration, pour aller vers la 5D, il ne faut pas juste être réveillé. C'est déjà une bonne prédisposition. Mais il faut être éveillé pour y aller. C'est l'éveil qui nous amène là. Si on ne s'éveille pas, on n'ira pas là. On n'est pas... Tant qu'on reste dans le matérialiste, puis on ne peut pas aller dans un monde qui est plus matériel, qui est plus dans le carbone, là, qui est plus... notre système doit changer. Donc, il faut être éveillé pour... toujours avec dans l'idée que notre âme est l'essence de qui on est, alors que notre corps est seulement le vaisseau. Je rappelle que c'est une opinion que je donne.
Mais c'est de la façon que je le perçois. Personne ne le sait comment ça va se passer parce que c'est jamais arrivé, on ne l'a pas vu. On n'a pas vécu, on n'a pas d'expérience, il n'y a pas de, il y a pas de jurisprudence là-dessus. Mais c'est ça. Il y a espoir parce que ça change. On le voit. C'est lent, mais ça change. Ils vont pas arrêter. Ils vont se faire arrêter. C'est différent. Ils vont se faire arrêter. Il n'y a jamais dans l'histoire humaine une prise de contrôle absolue comme ça qui a réussi. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Un agresseur, une personne mal intentionnée finit toujours par se faire coincer. Parce que la vérité finit toujours par se savoir. Alors gardez espoir à tous ceux qui, comme moi, sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Vous n'êtes pas seuls, on est au moins 2, mais on est bien plus que ça. Et probablement qu'on vient d'ailleurs. Je peux quasiment dire que j'en suis convaincu. Merci.